Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone diffusé par Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. Voici les titres de ce journal. Washington, nouvel arbitre, le 8 août contre le 9 novembre. François Rocheblanc, ne pas dire amen à l'Azerbaïdjan. Incident en Artsakh, accusation croisée. Lutte en drogue, coup de fil en série. Les regards du Caucase et du monde sont tournés vers Washington. Le 9 novembre de Poutine sera-t-il effacé par le 8 août de Trump? La question est sur toutes les lèvres ce soir, alors que le décor d'un véritable séisme diplomatique est planté. La Maison-Blanche et Yerevan ont officiellement confirmé. Une rencontre au sommet se tiendra à Washington le 8 août entre Nicole Pachinian, Ilham Aliyev et Donald Trump. Au-delà des communiqués officiels parlant de paix et de prospérité, l'enjeu est ailleurs. Il s'agit de savoir si l'accord du 9 novembre 2020, ce document signé sous l'égide de Poutine, qui a scellé le sort de la deuxième guerre du Karabakh, sera remplacé par un nouveau cadre, cette fois-ci américain. Car si l'accord du 9 novembre est aujourd'hui lettre morte sur de nombreux points, son article sur le déblocage des routes reste le nerf de la guerre géopolitique. La vraie question est donc de savoir quel est le véritable objectif de Donald Trump. S'agit-il de stabiliser le Caucase ou, au contraire, d'y intensifier le grand jeu en poussant le projet de corridor à travers le Zangezur, aux grandes dames de Moscou et de Téhéran? Les lignes rouges sont déjà tracées. Le conseiller du guide suprême iranien a prévenu. L'Iran prendra des mesures décisives contre toute tentative de créer ce corridor. Alors, simple médiation pour la paix ou coup de poker pour s'emparer de l'axe central du corridor médian et couper l'herbe sous le pied de la Russie et de l'Iran? Et si la clé de cette énigme ne se trouvait pas à Washington, mais à Moscou? Car au moment même où nous préparions ce journal, l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, s'y trouvait pour une rencontre cruciale avec Vladimir Poutine. La première depuis la crise entre Israël et l'Iran, un face-à-face qui pourrait être bien plus décisif que le sommet de Washington. Après des jours de fuite et de spéculation, la rumeur a laissé place à l'officialisation. Le gouvernement arménien a confirmé la prochaine visite du Premier ministre Nicole Pachinian à Washington. Il y rencontrera le président Donald Trump, qui s'entretiendra également avec son homologue azerbaïdjanais avant une probable rencontre trilatérale. Tout a commencé avec la fuite d'un journaliste azerbaïdjanais accrédité au département d'État, Alex Ranfoglou, qui annonçait sur X que Bakou et Erevan étaient prêts à déclarer leur intention de signer un accord de paix. Le Middle East Eye a ensuite précisé que malgré un accord de principe, Bakou continuait de poser des conditions supplémentaires, freinant ainsi le processus. Comme l'ont indiqué des sources, on s'attend à ce que les deux dirigeants signent un mémorandum d'intention plutôt qu'un projet de traité de paix, ce qui assurerait à Trump le succès diplomatique qu'il recherche dans la région depuis le mois dernier. Si les premières rumeurs évoquaient la signature d'un traité de paix sous le parrainage de Trump, les publications plus récentes parlent désormais d'un document au statut moins contraignant. Je ne pense pas qu'un traité en bonne et due forme sera signé. Mon hypothèse, c'est que le silence de Bakou, malgré les louanges passées d'Aliyev envers Trump, montre que cela contrarie leur... Je m'attends donc à quelque chose d'intermédiaire, un mémorandum par lequel les parties s'engagent à parvenir, à terme, à la signature d'un accord. Mais au-delà du statut du document, les politologues et les analystes soulignent que l'essentiel réside dans son contenu. Ce mémorandum d'intention pose un problème fondamental. La question est de savoir si, oui ou non, il y aura une mention du prétendu corridor de Zangezur. S'il n'y en a pas, c'est une très bonne chose. S'il y en a, on peut considérer qu'il s'agit de la présignature d'un nouvel acte de capitulation. Le soi-disant corridor de Zangezur reste en effet l'un des principaux obstacles. Selon la presse, l'ambassadeur américain en Turquie a même évoqué le mois dernier la possibilité qu'une entreprise américaine loue et exploite ce corridor pendant 100 ans. Une initiative qui s'inscrit, selon le politologue Souren Zolian, dans la quête de Donald Trump d'obtenir un prix Nobel, une idée suggérée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Puisqu'il n'y a aucune attente de résolution dans le conflit russo-ukrainien, il lui faut montrer une autre réussite, même plus modeste, prouver qu'il est capable de résoudre un autre conflit, celui entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Pendant ce temps, Moscou, dont l'accord tripartite du 9 novembre 2020 arrive bientôt à échéance, se retrouve face à la nécessité de réévaluer son rôle dans la région. Pour autant, selon notre spécialiste, ces processus ne signifient pas la naissance d'une nouvelle architecture géopolitique.
Il n'y aura pas de nouvelle architecture. Pour une raison simple, l'Occident ne sera pas représenté militairement dans le Caucase du Sud. Autrement dit, il est vain d'attendre l'installation de bases militaires américaines ou européennes dans quelques pays du Caucase que ce soit. La dernière rencontre entre les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais a eu lieu le 10 juillet à Abu Dhabi et a duré près de 5 heures. Un dialogue qui, selon le ministère arménien des Affaires étrangères, pourrait devenir une base solide pour un processus de paix global au nom d'un avenir sûr. Alors que les regards sont tournés vers Washington, une voix s'élève pour dénoncer ce qu'elle qualifie de future catastrophe diplomatique. Une analyse particulièrement virulente circule aujourd'hui, jugeant le mémorandum qui pourrait y être signé encore plus grave que l'accord du 9 novembre. Selon certains analystes, il s'agirait d'une couverture pour imposer un corridor à travers le Sunnique et d'une manœuvre électorale pour le Premier ministre arménien. Il ne faut pas dire amen à toutes les exigences de Bakou. Cet avertissement qui résonne avec une force toute particulière aujourd'hui nous a été livré en exclusivité par l'une des plus grandes figures de la défense de la cause arménienne en France, François Roche-Blouin. Car, et c'est un détail qui a toute son importance, nous avons réalisé cet entretien juste avant la confirmation officielle du sommet à Washington entre Pachinian, Aliyev et Trump. Écoutez donc la perspective de cet ami historique de l'Arménie, co-auteur de la loi sur la reconnaissance du génocide qui a porté la voix de notre pays pendant 30 ans au cœur de l'Europe. Voici un extrait de cette conversation presque prémonitoire. La version intégrale sera retrouvée ce soir sur nos plateformes en arménien et en français. Monsieur Roche-Blouin, comme vous le savez, les anciens dirigeants de la République d'Artsakh sont toujours détenus à Bakou. D'après vous, quelles actions concrètes et immédiates la France pourrait-elle entreprendre pour obtenir leur libération et garantir leurs droits fondamentaux? Je voudrais tout d'abord dire mon sentiment de tristesse, mais également de colère. Effectivement, aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, les prisonniers, enfin les dirigeants et dirigeantes d'Artsakh sont en prison déjà depuis plusieurs mois. C'est absolument inacceptable. Donc, c'est déjà la première chose que je dénonce. Mais si vous voulez, je voudrais revenir un peu en arrière. Parce que lorsque nous nous sommes rendus en Arménie, des députés et d'anciens députés comme moi-même, nous avions posé la question au Premier ministre, M. Pachinian, lui demandant « Qu'attendez-vous de la France ?» La réponse avait été claire, que la France reconnaisse la République d'Artsakh. Et ensuite, ce même jour d'ailleurs, nous avions rencontré le ministre des Affaires étrangères de l'époque, le vice-ministre, M. Natsakanian, à ma question, effectivement, parce que certains disaient, mais l'Arménie n'a pas reconnu la République d'Artsakh. Et lui-même m'avait répondu, m'avait dit, mais peut-être aujourd'hui, ce soir, on est prêt de reconnaître effectivement cette République d'Artsakh. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas, malheureusement. Alors je suis, c'est vrai, très en colère parce que la France n'a pas répondu présent à cet appel et que l'on ne dise pas que le Premier ministre Pachinian ne l'avait pas demandé. Il nous l'a dit. Je n'étais pas le seul témoin, nous étions une trentaine. Et vous vous en rappelez sans doute. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui sont en prison. Des gens qui sont en prison, des gens qui aiment la France. Il faut voir ce que le président Bako Saakyan a fait pour de la culture, de la langue française, avec, sur sa proposition, la construction du centre de la francophonie, la maison polaire. Je pense à Bako Saakyan, Arik Arotounian, Arkady Goukassian et tous les autres. Et j'espère qu'un jour, vous voyez, c'est mon rêve le plus fou peut-être, c'est de retourner à Artsakh, ça sera une joie immense. Mais aussi la France
si elle est proche de l'Arménie et de l'Artsakh et des Artsakiotes, elle doit venir en aide aux représentants de l'Artsakh en France, mon ami Yohannes Gevorkian. Pourquoi elle ne prendra pas en charge le fonctionnement de ce qui est la représentation, la location, le salaire de M. Gevorkian, qui lui ne perçoit aucune indemnité de la part de l'Arménie, parlons pas de l'Artsakh. Alors, moi je crois que là aussi, c'est peut-être un appel que je lance au président de la République française, au ministre des Affaires étrangères et au groupe d'amitié France-Arménie et au cercle d'amitié, bien sûr, à tous les membres, aux collectivités, pour qu'on n'abandonne jamais une cause juste. Jamais. Vous m'entendez bien? Jamais. En Artsakh occupé, chaque incident militaire est aussitôt une arme dans la guerre de l'information. Aujourd'hui, un camion de l'armée azerbaïdjanaise a été explosé sur une mine près du village de Vank. Bilan, 4 soldats blessés. Mais à peine l'information tombée, les médias à Bakou pointaient déjà la responsabilité arménienne. Une rhétorique qui rappelle la déclaration la semaine dernière d'un conseiller d'Aliyev qui accusait l'Arménie d'être responsable de plus de 400 victimes de mines depuis 2020. Cette accusation intervient alors que de son côté, l'Arménie affirme avoir transmis à plusieurs reprises les cartes des champs de mines à l'Azerbaïdjan, la dernière fois dans le cadre d'un échange de prisonniers de guerre. À l'international maintenant, Israël a convoqué une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour exiger la libération des otages détenus par le Hamas. La veille, le groupe au pouvoir à Gaza avait publié une vidéo d'un otage juif de 24 ans, visiblement épuisé. Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur compassion pour les otages israéliens, mais ont souligné que le sort tragique de plus de 2 millions de Palestiniennes mourant de faim méritait également l'attention. La majorité du Conseil a accusé Israël de provoquer une crise humanitaire à Gaza. Selon le ministère de la Santé de Gaza, près de 200 personnes sont mortes de faim, dont près de la moitié sont des enfants. Le ministre israélien des Affaires étrangères, présent à la réunion, a tenté de justifier les actions de son pays et a accusé ses détracteurs de propager des mensonges anti-israéliens, affirmant que son pays envoie une aide massive à Gaza, mais qu'elle est pillée par le Hamas. Les autres points chauds de la planète dans notre tour d'horizon international. Au cours des dernières 24 heures, les opérations militaires se sont poursuivies de manière intensive dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne. Dans la région de Zaporijia, des frappes russes ont fait 2 morts et 10 blessés, dont 4 enfants. En 24 heures, les forces russes ont mené 567 attaques sur 16 localités de la région. Dans la région de Soumy, 2 autres personnes ont été tuées par une frappe de missile. Les combats au sol se sont principalement concentrés dans la région de Donetsk. Selon les sources ukrainiennes, les Russes ont pris le village de Popovyar en direction de Dobropilla et ont également progressé vers la ville de Toretsk. La partie russe a annoncé la prise du village de Yongbarskoye dans la région de Dnipropetrovsk. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, les Russes ont également avancé en direction de Kupiansk. D'après l'état-major ukrainien, les Russes ont perdu 1010 soldats au cours des dernières 24 heures. La partie russe fait état d'environ 1295 pertes côté ukrainien. Selon le politologue américain Malek Doudakov, la santé de Donald Trump est au centre de l'attention en raison de son âge et d'ici 2028, une tendance aux jeunes politiciens prévaudra aux États-Unis. D'après lui, le favori chez les républicains est J.D. Vance, tandis que les candidats potentiels chez les démocrates sont Pete Buttigieg, Gretchen Whitmer et Wes Moore. Donald Trump a lui-même déclaré que son vice-président J.D. Vance était le candidat le plus probable du Parti républicain pour les prochaines élections présidentielles, le qualifiant de favori et loin son travail. Trump a toutefois ajouté qu'il y avait d'autres candidats possibles, comme le secrétaire d'État Marco Rubio. Donald Trump a menacé d'augmenter les droits de douane sur les produits européens jusqu'à 35% si l'UE ne respecte pas sa promesse d'investir 600 milliards de dollars aux États-Unis et d'acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie en renonçant aux hydrocarbures russes. Dans un accord conclu le 27 juillet en Écosse entre Trump et Ursula von der Leyen, les États-Unis avaient promis de réduire les droits de douane de 30 à 15%, mais certains politiciens européens comme Viktor Orban jugent ces conditions irréalisables. La Commission européenne a suspendu mardi un paquet de contre-mesures commerciales malgré les doutes des experts sur la capacité de l'UE à contrôler les investissements privés.
Les forces navales russes et chinoises ont achevé leurs exercices conjoints en mer du Japon, axés sur des opérations de défense anti-sous-marine et anti-aérienne visant à approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays. Ces 11e exercices russo-chinois, qui ont coïncidé avec l'annonce de Trump sur le redéploiement des sous-marins nucléaires américains, se sont tenus avant la visite de Poutine en Chine. Les deux parties ont convenu de mener des patrouilles militaires conjointes dans l'océan Pacifique. La Chine, tout en ne condamnant pas la guerre de Russie contre l'Ukraine, maintient une position officiellement neutre, respectant l'intégrité de l'Ukraine, mais soulignant les préoccupations de sécurité de Moscou. À l'occasion du 80e anniversaire du bombardement atomique, le maire de Hiroshima, Kazumi Matsui, a mis en garde les dirigeants du monde contre les dangers de l'accumulation d'armes nucléaires, rappelant que les États-Unis et la Russie détiennent 90% de l'arsenal nucléaire mondial. Le 6 août 1945, l'explosion de la bombe Little Boy, larguée par les États-Unis sur Hiroshima, a instantanément tué environ 78 000 personnes. À la fin de l'année, le nombre de victimes atteignait plusieurs centaines de milliers en raison des effets des radiations. David Genjoyan, Open Media. Une course-poursuite sur les routes du sud de l'Arménie. C'est sur l'axe Meri-Agarak que les patrouilleurs ont pris en chasse une voiture suspecte. Pendant la poursuite, ses occupants ont tenté de se débarrasser de leur cargaison en jetant des paquets par la fenêtre. Une fois le véhicule intercepté, les forces de l'ordre ont découvert près de 13 kilos de marijuana. 3 personnes ont été arrêtées, dont une le lendemain lors d'une seconde interpellation. Elles ont toutes été placées en détention et une enquête est en cours. D'ailleurs, hier, un réseau international de trafic de drogue démantelé en Arménie. Sa particularité, à sa tête, se trouverait un homme anciennement condamné à la perpétuité. Lui et 2 complices sont accusés d'avoir importé de la méthamphétamine et de la marijuana en très grande quantité. Ils ont tous été arrêtés. De la contrebande aux frontières à la vente illégale sur les réseaux sociaux, les marchands de rêves illusoires changent de tactique. Mais face à eux, les forces de l'ordre qui cherchent à stopper leur œuvre destructrice ne restent pas les bras croisés et affinent constamment leur arsenal pour lutter contre ce fléau. Selon les données de la police arménienne, les cas de trafic et de vente de stupéfiants enregistrent une tendance à la baisse ces dernières années. En 2023, 5070 cas de trafic et 2802 cas de vente ont été enregistrés. En 2024, ces chiffres sont passés à 3639 et 1910. Et pour le premier semestre 2025, ils sont de 1889 et 1051. L'un des cas les plus récents illustre cette lutte. La police a démantelé un réseau de contrebande. 3 citoyens, dont un avait été condamné à la perpétuité avant de bénéficier d'une libération conditionnelle, ont collaboré avec des complices à l'étranger pour faire entrer en Arménie d'importantes quantités de méthamphétamine et de marijuana destinées à la vente illégale. Ils ont été arrêtés. Nos confrères du média Hedkak ont appris de sources policières qu'une part significative des drogues importées en Arménie est en réalité réexportée, faisant du pays une plaque tournante du trafic. La principale source d'importation reste l'Iran. En Arménie, compte tenu de notre position géographique et de nos relations avec les pays voisins, la seule voie de sortie est naturellement la Géorgie. Cependant, nous avons des informations sur des cas où des cargaisons de drogue, une fois en Géorgie, ont ensuite transité jusqu'en Ukraine. Il ne s'agissait pas d'une opération clandestine pour nous, nous étions informés de ce passage. La police arménienne n'a délibérément pas intercepté le convoi pour une seule raison, suivre la marchandise jusqu'à sa destination finale. Comment est-il possible de faire passer de la drogue à travers une frontière où les véhicules et les personnes sont contrôlés? Selon les forces de l'ordre, certains trafiquants traversent le fleuve Arax à la nage, puis lancent les colis par-dessus la clôture côté arménien, où des complices les récupèrent. Ces cas, selon la police, ne sont pas rares. Les enquêteurs se souviennent d'une affaire où de prétendues boîtes à bijoux importées d'Iran étaient en réalité entièrement fabriquées à base de méthamphétamine. Une fois sur le territoire arménien, les stupéfiants se retrouvent entre les mains non seulement d'adultes, mais aussi d'enfants. Au cours des 3 dernières années, au moins 10 mineurs par an ont été condamnés pour des délits liés à la drogue. Pour le seul premier semestre 2025, ce chiffre est déjà de 5. Nous avons parlé à un habitant d'Erevan qui a personnellement vu des mineurs chercher de la drogue. Ces cas témoignent d'un niveau d'inquiétude encore plus élevé. Ce citoyen raconte avoir non seulement vu des mineurs chercher de la drogue, mais aussi avoir entendu leurs conversations, qu'il décrit lui-même comme impropres à la diffusion. Mon enfant est venu me dire que 2 jeunes hommes creusaient un trou devant notre maison. Poussé par la curiosité, je suis sortie et j'ai vu qu'ils creusaient à main nue, tout en parlant au téléphone avec quelqu'un et en donnant des coups sur la roue de la voiture. Mais comment les mineurs savent-ils où trouver la drogue cachée? La réponse est simple, via les chaînes Telegram. Selon la police, cette plateforme ne collabore pas avec les forces de l'ordre, ce qui en a fait l'un des principaux canaux de distribution. En 2023, 559 pages de ce type ont été découvertes, 494 en 2024 et 500 pour le seul premier semestre 2025. Mais le nombre de pages bloquées est 10 fois inférieur. 59 en 2023, 86 en 2024 et seulement 25 au premier semestre 2025. Il disait « Je ne vois pas de paquet de cigarettes rouges ici, alors je ne prendrai plus rien de toi ».
L'utilisation des systèmes de télécommunication est aujourd'hui devenue l'un des principaux outils du trafic de drogue. En Europe, par exemple, Telegram et Snapchat sont très répandus et la troisième plateforme principale est le Darknet, ou l'Internet noir. Grâce à ce dernier, les groupes criminels peuvent utiliser des plateformes et des sites fermés pour importer de plus grandes quantités de stupéfiants sur le territoire arménien. La police arménienne ne dispose pas de données sur les personnes qui ont réussi à se défaire de leur dépendance à la drogue. Pourtant, selon les spécialistes du domaine, le recensement et l'analyse de statistiques sur les demandes de traitement et les guérisons contribueraient de manière significative à une lutte plus systémique contre ce fléau. Monica Erroyan. L'excellence scientifique et médicale arménienne s'expose à Bruxelles. Les 20 et 21 septembre, le Parlement européen accueillera un congrès scientifique mondial, une initiative de l'Académie internationale des sciences Ararat et de l'Association médicale arménienne mondiale, qui réunira des experts du monde entier. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 6 juillet. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian et je vous souhaite une très belle soirée. À très vite.